hors champ. Bonsoir à toutes et à tous. Hors champ ce soir en compagnie de Georges Steiner. Vous l'avez peut-être entendu lundi où il évoquait son dernier ouvrage publié il y a quelques mois sous le titre Poésie de la pensée. Mardi, il évoquait ses maîtres qui ont construit son itinéraire, son identité et la construction de sa personnalité. Hier, il parlait de son enfance et de ses débuts professionnels. Ce soir, émission numéro 4, la lecture, le livre et la transcendance. Georges Steiner, je voudrais que nous abordions aujourd'hui le thème du livre. S'il y a bien une obsession, un tourment, une incantation dans tous vos livres, c'est bien le livre. L'importance du livre, l'importance de la continuité du livre dans la culture, l'importance pour notre existence à la fois quotidienne, spirituelle et métaphysique du livre pour nous ressourcer sans cesse. Je pense que pour vous, il n'y a qu'un livre. Aussi pour m'alarmer et dans la culture anglo-saxonne, il est évident que la Bible est la référence constante et j'ai commencé à lire la Bible dans la grande version qu'on appelle celle du King James anglaise tout au début déjà. Ceci dit, avec les années, je m'aperçois que j'avais beaucoup surestimé la présence du livre dans la vie humaine. Allons lentement. Nous ne connaissons sur cette terre aucune société sans musique. Aucune. Même la société la plus rudimentaire du point de vue économique, politique, même ceux qui sont en train de crever du faim dans le désert du Gobi, ont de la musique, et souvent des musiques très complexes. Pas de littérature écrite. La littérature écrite est très rare sur ce monde. L'oralité dépasse immensément le total de l'écriture. Homère est tout près de Flaubert et de Joyce. 20 000 ans avant lui, on racontait les histoires qui allaient être les fondements de l'épopée homérique. Écrire, c'est être tout près de nous. C'est faire partie d'une certaine haute civilisation, largement européenne, slave et anglo-saxonne, avec aussi des chapitres importants, bien sûr, en Chine et au Japon, mais dans le monde entier, l'oralité a toujours été la forme naturelle de l'enseignement, de la religion, de la narration, du souvenir. On parle, on dit, c'est la mémoire qui est la très grande bibliothèque. L'écriture qui, comme vous le savez, est historiquement récente, l'écriture littéraire remonte de Gilgamesh, le grand poème épique de la Babylonie ancienne, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Il n'est pas du tout clair qu'avec l'électronique moderne, avec les techniques de l'information, avec les archives électroniques dont les mémoires dépassent 1 millionième de fois les mémoires littéraires et humaines où les grammaires et les lexiques forment livres, il n'est pas du tout certain qu'on va continuer à lire. Il y aura toujours des lecteurs. Au Moyen-Âge, pendant les invasions dites barbares, vous le savez, il y avait les refuges des monastères où on savait encore lire. Et encore, nous ne savons pas combien de moines pouvaient lire, mais au moins, il y en avait qui pouvaient. Très peu pouvaient écrire, presque personne. Être lettré est une condition fragile, une condition dont la Renaissance, les Lumières et le XIXe siècle sont les hauts moments, sont les très riches heures. Déjà, la bibliothèque privée, nous pensons à un Montaigne, à un Erasme, à un Montesquieu,
devient un luxe très rare. L'appartement moderne ne permet pas les grandes bibliothèques. C'est très rare, ça fait exception. Déjà ferme une petite librairie après l'autre en Angleterre, c'est devenu cauchemaresque. En Italie, pays que j'adore, il y a entre Milan et Bari dans le sud que des kiosques. Il n'y a pas de librairie sérieuse. On ne lit pas en Italie. On lit très peu dans l'Espagne ou le Portugal rural. Là où le catholicisme a régné, la lecture n'a jamais été bienvenue. La lecture, qui est une forme de, si vous voulez, oui, risquons le mot, haute bourgeoise, l'idéal de la lecture, de l'éducation pour lire, s'est développée rapidement et a eu à certains moments des miracles. Au XIXe siècle, certains classiques, Victor Hugo, Dickens, étaient les best-sellers. Ce sont des moments rares, n'exagérons pas. En Russie, lire voulait dire survivre humainement et politiquement. Donc, la relation complexe et créatrice entre la censure et la grande littérature dans les pays du despotisme et de l'arrièrement politique. Pas du tout certain que ce soit le cas même aujourd'hui. On me dit les jeunes ne lisent plus, ou ils lisent des digests, ou ils lisent des BD. Nos examens, même universitaires, sont de plus en plus fondés sur base de choix de textes, d'anthologies, de prix digest. Le mot même Reader's Digest qui a couvert le monde, c'est un mot terrible. Il y a une pré-digestion pour vous. Quelqu'un d'autre mâche la nourriture et la digère. Bon, nous sommes trop polis pour dire par quel bout ça sort. Je le dis vulgairement. Bien. La lecture demande, et là je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spéciales. On ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elle présuppose beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes, qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit, ou Chicago ou Londres que le jour, le silence se rachète à prix d'or. Je n'attaque pas l'Amérique. Mes enfants y sont, mes petits-enfants y sont. C'est l'avenir de l'homme, hélas. Je n'attaque pas, mais ils sont plus honnêtes que nous dans leurs statistiques. Quelle est leur statistique récente? 85% des adolescents ne peuvent pas lire sans qu'il y ait de la musique en même temps. Et il y a un effet que les psychologues viennent de nommer flicker effect, l'effet des brindilles de lumière. La télévision est ouverte au coin du regard, tandis qu'on prétend lire. Personne ne peut lire un texte sérieux sous ces conditions. Ce n'est qu'en silence, et en silence le plus total possible, qu'on peut lire une page de Pascal ou de Baudelaire ou de Proust ou de tout ce que vous voulez. Deuxième condition, un certain espace privé. Dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix, et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale, la mort de la lecture à haute voix aux enfants. Et entre adultes, les grands textes du 19e sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de George Sand, dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée, à écouter, à saisir. J'ai une chance folle. Mon père me lisait à haute voix avant que je ne comprenne. C'est ça le secret. Avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement,
remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarque élitaire, avoir des livres. Maintenant, les grandes bibliothèques publiques ont été les bases de l'éducation et de la culture pour le 19e siècle et pour beaucoup d'esprits du 20e. Mais avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. Pourquoi? Parce que il faut absolument avoir un crayon en main. Je crois savoir que vous distinguez dans l'humanité deux types de personnes, celles qui lisent avec un crayon et celles qui n'en ont pas. Et on peut presque définir le juif comme étant celui qui lit toujours avec un crayon en main parce qu'il est convaincu qu'il pourra écrire un livre meilleur que celui qu'il est en train de lire. C'est une des grandes arrogances culturelles de mon petit peuple tragique. Alors, il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en écrivant quelle bêtise, quelle idée. Rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Erasme a dit « Celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus ». C'est in extremis, mais il y a une grande vérité là-dedans. Avoir une œuvre complète, c'est avoir chez soi un invité auquel on dit merci, en pardonnant aussi les faiblesses, en les aimant même. Et des années après, on essaye par snobisme et arrogance de mandarin de cacher les traces des mauvaises lectures ou des fausses. Mais c'est de la bêtise. C'est quand mon père m'a offert le long de la Seine, ok, ça valait quelques sous, personne ne le voulait, les trophées de M. Heredia, que les portes de la poésie se sont ouvertes pour moi, et j'ai ici ma première édition de Heredia, maintenant, et je continue à me sentir une dette énorme envers ce monsieur très guindé, très pompeux, très académique, et néanmoins un grand poète. Et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie. L'expérience du livre est celle la plus dangereuse, la plus passionnante qui soit. Le livre, bien sûr, peut corrompre. Mais quelle blague de ne pas le dire ouvertement. Il y a des leçons de sadisme dans les livres. Il y a des leçons de cruauté politique, de racisme. Et parce que je crois que Dieu est l'oncle de Kafka, j'en suis persuadé, il ne nous rend pas la vie facile. J'essaye d'écarter de moi certains livres qui sont un venin destructeur. Mais pas de censure, parce qu'on se trompe. Le censeur n'a finalement aucune autorité. Je ne suis pas totalement convaincu pour un grand domaine. Pour moi, celui qui touche à un enfant est damné dans le plein sens théologique, humain, moral, tout ce que vous voulez. Positiviste, scientifique, est un damné. Et là, peut-être, je voudrais prendre le risque très grave de la censure. Ça ne marcherait pas. C'est une bêtise totale. Vous censurez une chose, il y a 10 millions d'exemplaires qui, sous Broba, viennent le prochain jour. Le samizdat du pornographique fait partie de notre histoire depuis Adam et Ève. Mais je voudrais au moins essayer d'arrêter cette terrible vague de cruauté qui déferle sur les jeunes. C'est un déluge inimaginable. Qui prend d'ailleurs plus la forme des images et des films clandestins, comme vous le savez, que la forme des écrits. Pour celui qui se masturbe d'après le langage est beaucoup plus puissant. Ça, c'est votre définition du monologue, ne l'oubliez pas. Monologue égale masturbation. Aussi. Mais au sens, ça déchaîne des puissances d'imagination considérables. Il y a ceux pour lesquels le mot est plus puissant que l'image, et beaucoup d'autres pour que ce soit pareil, ou la combine des deux.
Quand mon père, avec son intelligence démoniaque, a mis le Proust complet juste un peu trop haut sur les rayons. Alors, il savait que j'allais le chercher, mais bien sûr, je l'ai cherché. Le choc a été pour moi d'essayer de comprendre cette phrase « faire Cattleya » pour exprimer le libido total pour Odette quand Swann fait Cattleya. Mon monde a tourné, le vertige, aucune image n'aurait pu avoir cette puissance, parce que je comprenais mal. Ce que je m'imaginais sous le mot Cattleya, je n'ose pas vous le dire. C'était d'une richesse, et d'enfant, c'était un conte de fées noires, c'est tout ce que vous voulez. Donc la sensibilité est très différente. Vous avez écrit une préface à la Bible hébraïque qui est lisible de 7 à 77 ans, comme Tintin, et on y trouve les questions essentielles à propos du livre, et vous y dites cette phrase très énigmatique et en même temps très poétique. Vous dites que dans la Bible, il y a des questions insoupçonnées, insoupçonnables, qui demeurent un peu comme des talismans, et par exemple, cette phrase que j'ai lue dans votre œuvre, « La pluie a-t-elle un père ?» Comment répondriez-vous à cette question? Alors, je peux m'imaginer, à la rigueur, 3 soulignés, que Shakespeare rentre à déjeuner, Madame Shakespeare dit « Will, comment ça marche ce matin? Oh, tu sais, ce 3e acte de Lear, c'est du casse-tête, mais cet après-midi, ça ira mieux. » À la rigueur, je peux juste m'imaginer qu'un être humain comme vous et moi ait écrit le roi Lear. Juste. Je ne peux pas m'imaginer que celui qui a écrit, ou la femme qui a écrit, les discours de Dieu dans le livre de Job, les grands psaumes, l'Ecclésiaste, l'Épître aux Romains 9 à 12, rentrent à déjeuner et disent « Oh, ça ne va pas si mal, mais je crois que je dois reprendre. Pardon, ça ne marche pas pour moi. » Alors, ça me laisse où? Le fondamentaliste ricane et dit « Finalement, tu commences à comprendre. C'est Dieu qui a écrit ces textes-là, comme nous le disons, et alors pourquoi tu te poses des questions idiotes? Je ne peux pas accepter. » Martin Heidegger vient et me dit « Oh, je vous dépanne. » À ce moment-là, il y avait un immédiat de la langue en relation avec ce qu'il appelle l'être de l'être que nous n'avons plus jamais depuis les présocratiques. Et je dis merci, monsieur Heidegger, mais c'est de la blague, parce que ça remonte 10 ans à 7000 ans, ce qui n'est rien, ce qui est moins qu'un clin d'œil dans l'histoire psychobiologique de l'homme. Et il n'y a pas une trace d'évidence que notre personnage linguistique, notre âme de langue, ait changé, qu'à un certain moment, le soleil de l'être, comme il l'appelle, se soit couché sur le dire humain. Alors je n'ai pas de réponse, je suis totalement vulnérable en moi-même sur cette question, je ne renonce pas à me la poser, parce qu'effectivement, il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament des moments qui me semblent, pour dire le mot le plus naïf, surhumains. Mais attention, c'est se mettre dans une position très, très naïve. Chez vous, la lecture, George Steiner, est une sorte de tentative permanente, souvent avortée d'ailleurs, d'accord avec soi-même. Et en même temps, c'est une sorte, si je vous ai bien compris, une sorte de devoir moral. Et vous dites que nous avons une responsabilité envers les livres. De quel type de responsabilité s'agit-il? D'abord, pour essayer de les conserver. Je parle d'abord au niveau le plus physique. Nous avons perdu, dans l'incendie de la bibliothèque de Sarajevo, 1600 grands manuscrits incunables qui n'ont jamais été encore reproduits et qui sont perdus à toujours. Nous avons perdu dans ce qu'on appelle la Bible des Albi
joie, ce qui était peut-être un des grands documents de la vérité humaine. Nous n'en savons rien et nous ne pouvons plus jamais le retrouver. Alors d'abord, essayez de donner au livre la chance de la survie. Notre maître en lecture, Walter Benjamin, a dit « Ne t'inquiète pas si ça dure 500 ans, c'est toi qui es impatient, le livre peut attendre. Mais pour qu'il attende, il doit exister pour qu'un jour on le prenne. » Deuxièmement, responsabilité. Que dit Rilke dans son grand sonnet sur le torse archaïque d'Apollon au Louvre? Regarde ce torse, qu'est-ce qu'il te dit? Change ta vie. Qu'est-ce que dit Rilke? Le torse ou le livre ou la musique ou le tableau qui me dit change ta vie, prends-moi au sérieux. Je ne suis pas là pour te rendre la vie plus facile. Kafka qui dit un livre qui ne brise pas notre cerveau comme une hache ne vaut pas la peine d'être lu. C'est exagéré, il faut aussi parfois lire des livres légers, des beaux livres qui nous réconfortent un peu, mais c'est important aussi. Répondre à un livre dans ce dialogue dont nous avons déjà parlé. Ça devient de plus en plus difficile. Je vous donne une statistique qui me donne froid dans le dos. Dans les bons libraires londoniens, mais aussi ici, un premier roman a 19 jours pour vivre. Si après 19 jours, il n'y a pas eu un effet de presse, de médias, un grand succès qui se déclenche, on dit « je regrette, nous n'avons pas de la place », on le renvoie, on le met au pion, ou il va dans des maisons spécialités à un tiers de prix, et on le trouve par terre. Être aujourd'hui un jeune écrivain, un jeune poète, un jeune premier romancier, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est un gageur atrocement difficile. Il faut des nerfs d'acier. Le chef-d'œuvre se dégage souvent très, très lentement. Chaque fois on cite Stendhal, il me faudra 100 ans, il avait raison, il avait confiance, mais il y a tant d'exemples de ça. Et pour redécouvrir, ce qui est le plus grand privilège du critique, du professeur, c'est de redécouvrir ce qui était enfoui dans l'oubli. Nous avons donc des responsabilités, je crois, très lourdes envers ce miracle qu'est le livre, et aussi pour lutter contre une commercialisation totale entre la censure politique et la censure par l'argent. C'est une question très grave de savoir lequel est pire.
Georges Steiner, je voudrais évoquer avec vous un thème qui tisse la plupart de vos réflexions, tant historiques que politiques, que métaphysiques, que linguistiques, que spirituelles. Ce thème pourrait s'intituler, pour paraphraser Spengler, le déclin de la civilisation. Je ne dis pas que vous prédisez, comme l'a fait Spengler, à l'aube et avant la guerre de 14, un déclin inéluctable de la civilisation, mais cependant, il y a chez vous une angoisse sourde, un rappel à l'être et un désir de conscience et de surélévation de notre conscience, une vigilance. Les historiens les plus sérieux estiment qu'entre le mois d'août 1914 et le mois de mai 1945, en Europe, en notre Europe, et dans le monde slave occidental, plus de 100 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés par les guerres, les camps, les famines, les déportations, les grandes épidémies. Et il est miraculeux qu'il y ait encore une civilisation européenne. On le prend toujours par le faux bout. Le miracle, c'est qu'il y ait quelque chose qui ait survécu au plus grand massacre de l'histoire. Et ne jamais oublier que le monde des camps de la mort et du goulag, ce n'était pas dans le désert du Gobi, ce n'était pas dans le monde asiatique, tout ça c'est venu de chez nous. C'est à la maison, pour ainsi dire. Les deux guerres dites mondiales ont été des guerres civiles européennes, et on aime trop souvent l'oublier. Alors, qu'il y ait quelque chose qui est survécu, je répète, c'est là le miracle. Depuis lors, les massacres dans les Balkans nous rappellent que la fragilité de la situation européenne reste extrême. Valéry avait dit juste après la Première Guerre mondiale, une citation ultra célèbre, « Nous savons maintenant que les civilisations sont mortelles ». Depuis lors, la situation est devenue beaucoup plus dramatique parce que les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement la plus grande puissance du monde, c'est, si vous voulez, un modèle pour l'homme. Qu'on l'approuve ou non, la révolution technologique américaine, l'ouverture des horizons de l'espace, la recherche scientifique, c'est l'Amérique qui impose au rêve d'une grande partie de l'humanité ce que j'appelle une Californie imaginaire. L'Europe n'a plus de modèle à proposer même à ces jeunes. Les jeunes ils en ont marre de la haute culture, de la haute civilisation qui n'a pas pu résister à la barbarie. Au contraire, elle lui a souvent été utile. Un des drames très difficiles à comprendre, c'est combien de la vie élitaire, intellectuelle, artistique, philosophique européenne a été du côté de la barbarie. C'est Walter Benjamin, le grand critique, qui dit que tout monument culturel européen est finalement bâti sur un fondement d'inhumanité, de barbarie. Il y a beaucoup de vérité là-dedans, quoique ce soit trop extrême. À cela se rattache un sentiment peut-être irrationnel, indémontrable, intuitif, si vous voulez. Je ne crois pas qu'il y aura à nouveau parmi nous un Shakespeare, un Dante, un Goethe, un Mozart, un Michel-Ange, un Beethoven. Bien sûr, il y a des géants. Dans l'art du XXe siècle, il y a des très grands écrivains, il ne faut pas faire des bêtises, il y a des très grands compositeurs. Mais celui qui enseigne les lettres, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, enseigne en se retournant. Toujours, la tête se tourne vers l'arrière. On dit en italien la tramonta, le coucher du soleil.
il est parfaitement concevable que d'autres parties de la planète prennent la relève, que l'Europe soit très très fatiguée. Grand Dieu, elle a de quoi. Il y a un intéressant mot allemand, être fatigué de l'histoire, Geschichte müde, il y en a eu trop. Vous allez dans une rue européenne avec les plaques sur toutes les maisons qui remontent à des événements d'il y a des siècles. Le poids du passé est énorme en Europe. Contre ça, celui de l'avenir pèse très légèrement, très peu, très problématique. Nous sommes à un moment de transition. Vous le savez autant que moi, les églises sont quasiment vides. Dans les pays où l'autorité catholique était ou est encore de prime abord la plus puissante, en Italie, en Espagne, etc., le taux de natalité chute. L'Europe est en démographie négative. L'Europe ne remplace plus sa population. Partout, des jeunes et moins jeunes qu'avant portent le fardeau énorme des vieux, le fardeau des retraites, le fardeau de ceux qui vivent trop longtemps. La pyramide est renversée du faux côté. Pour toutes ces raisons, il est difficile de concevoir comment notre civilisation européenne va reprendre son élan vital. Que l'Europe orientale puisse être une grande réserve d'énergies qui ne se sont pas encore libérées, de chefs-d'œuvre, de pensée, d'art, c'est mon grand espoir. Mais, avec ce qui se passe comme capitalisme sauvage dans des villes comme Prague, comme Budapest avec ses limousines blanches à la Hollywood, dans une Bucarest qui lentement commence à s'affranchir de la longue misère, ce n'est pas encourageant. C'est une imitation d'un certain capitalisme libre qui, il me semble, n'augure pas fortement d'un grand avènement culturel. N'y a-t-il pas chez vous, pour paraphraser le titre d'un de vos livres, une nostalgie de l'absolu, et une nostalgie d'un absolu, d'un monde irrémédiablement perdu? Et n'y a-t-il pas chez vous aussi un petit côté réactionnaire que vous assumerez certainement dans cette espèce de mise en cause de toutes nos valeurs, tant esthétiques que morales? Je pense par exemple à cette déconstruction de l'art qu'avait opéré Marcel Duchamp, je pense au surgissement de la musique concrète, je pense à la déconstruction en termes de philosophie, je pense aux nouveaux romans en termes littéraires, bref, peut-être pas une inversion, mais en tout cas à une nouvelle manière de comprendre le monde que finalement vous détestez. Est-ce qu'elle est une nouvelle manière? Dans mon livre « Les grammaires de la création », je réserve une part de profonde admiration à Duchamp, à Tinguely, qui est pour moi un des grands humoristes du siècle. Le monde de l'art dit conceptuel me dégoûte profondément. Lorsqu'on prétend mettre des bouteilles d'urine par terre dans la Tate Gallery et on me raconte c'est du grand art, je dis calmement, vous êtes des pauvres cons, pardon le mot. Et il est certain qu'à travers toute mon œuvre est un mot prétentieux, à travers tout mon travail, je n'ai pas pu vraiment m'immerger suffisamment dans le monde du cinéma. Ceux qui disent que c'est le cinéma qui finalement est la forme la plus puissante de la conscience moderne, je vois très bien qu'il se pourrait qu'ils aient raison. Il se pourrait. Et j'ai, là, si vous, pour être tout à fait l'expression vulgaire, raté le coche si vous voulez, mais je n'ai jamais essayé de l'attraper. Mais soyons très précis, et je voudrais trouver les mots les plus simples, les plus scrupuleux. Si quelqu'un me dit « je suis athée absolu », pour moi, toute histoire de transcendance, c'est une mauvaise plaisanterie romantique. Devant cet homme ou cette femme, je me tais.
J'en ai rencontré. Ils sont très rares. J'en ai rencontré parmi les grands scientifiques à MIT, à Cambridge, à Berkeley, très, très rares. La plupart des êtres humains, quand ce téléphone sonne, commencent à hurler et supplier Dieu. Bon. Si quelqu'un me dit « je crois à ceci ou cela », il y a pour moi une transcendance, il y a pour moi un mystère ultime de la création, ça aussi, je comprends absolument. Ce que je ne peux pas accepter, c'est ceux qui disent « la question ne se pose plus ». Pourquoi en parler même? Ceux-là, il me semble, s'ils l'emportent, si effectivement notre culture, notre sensibilité, le contexte de notre être devient pas irréligieux, pas du tout, ni athée, qui est une chose très grave et tragique, ni religieux, mais une sorte de Hitler ne connaît pas, Dieu ne connaît pas, une culture dans laquelle, comme d'après un très récent sondage, on a demandé en Angleterre quels sont les 10 Anglais immortels de tous les temps, Beckham est venu en premier et de loin, Shakespeare 5e, Darwin 9e. Alors, si c'est ça la situation, une sorte de sécularisation, de vulgarisation ultime, alors je crois que nous ne produirons pas des œuvres de très grande classe. C'est-à-dire, d'abord il y a le côté naïf, formel. 9/10 de notre art, de notre grande architecture, sont d'un thème, d'un arrière-fond religieux. Fût-ce la Missa Solemnis de Beethoven, fût-ce la musique de Bach, fût-ce nos cathédrales, fût-ce nos bâtiments, nos villes, nos lois, etc. Si on me dit ça ne se pose plus, si ce que Dostoïevski appelle la seule question, celle de l'existence ou de la non-existence de Dieu, ne vaut plus qu'on y réfléchisse, qu'on essaie de trouver des métaphores formelles pour exprimer cette question, alors effectivement, je crois que nous entrons dans ce que j'appelle un épilogue, en jouant sur le mot, ce qui vient après le mot, après le logos. Au commencement était le mot. Il se pourrait qu'à la fin soit la dérision. Nous entrons peut-être dans une grande époque de dérision. Finalement, vous n'avez pas, Georges Steiner, fait le deuil de l'explosion du monde au XXe siècle. Et pour vous, la civilisation s'arrête au XVIIe siècle dans sa perception enveloppante de la possibilité de l'être humain en accord avec lui-même et avec le sentiment du beau. Au contraire, en tant que critique, j'ai ouvert les portes sur des écrivains les plus modernes. Si aujourd'hui le mot Paul-Celan en langue anglaise est connu, mais pour beaucoup d'autres, et constamment j'ai lu ce qu'il y a de plus nouveau pour essayer de lui aplanir le chemin. Mais il est certain qu'une civilisation sans la possibilité, je souligne, la possibilité du transcendant, ce que Nietzsche appelle le mysterium tremendum de l'homme, ce qu'essaye, avec beaucoup de réserve on le dit, mais ce qu'essaye de penser un Heidegger, une civilisation où on ne peut plus dire, et je cite textuellement Wittgenstein qui dit « Si j'avais pu, j'aurais dédicacé mes enquêtes philosophiques à Dieu ». Fin de citation, c'est Wittgenstein. Une civilisation qui aura perdu ces possibilités-là est pour moi effectivement gravement en danger. C'est quelque chose qui vient après. Dans Réelle Présence, vous dites que nous vivons l'ère de la chute de la grâce de l'homme. Qu'entendez-vous par là? Oh, quelque chose de très précis. L'homme qui a construit et qui a codifié Auschwitz et le Goulag, songez, on estime à 70 millions les victimes de Staline et de Lénine. Songez qu'au moment où Pol Pot enterre vivant et comment peut-on même dire ces mots?
je suis parfaitement sérieux, à un microphone, enterré vivant. 100 000 hommes, femmes et enfants au Cambodge, et le monde n'a pas bougé. L'Angleterre lui a vendu les armes au Khmer Rouge. En même temps, en sachant tout ça, on ne savait pas sur Auschwitz, ou très peu le savaient, très très peu, vraiment. Mais là, tout le monde le savait, c'était tous les soirs à l'écran. Dans ce monde-là, le seuil de l'humain, du minimum d'être homme, a baissé complètement. Et un exemple très simple, je ne peux plus m'imaginer à la télé, à la radio du matin, une nouvelle d'atrocité à laquelle on ne croirait pas. Et ça, c'est tout nouveau. Ça, on peut le démontrer. Lorsque on raconte que les Allemands en 14 et 15 ont coupé les mains aux Belges, on savait une semaine après que c'était de la blague. C'était une mauvaise blague de propagande. Et beaucoup d'autres exemples. Aujourd'hui, il n'y a rien auquel on ne croirait pas. Il se pourrait que ça s'avère être faux. Ça, c'est une autre question. Mais, a priori, on disait, tiens, oui, et demain, ça sera pire. J'ai pas besoin de parler de notre rôle au Rwanda, mais il y a tant d'autres endroits. Il y a tous les jours, en Indonésie, des massacres. En Birmanie, la condition des enfants, on ne bouge pas. C'est ça que j'entends par c'est abaisser le seuil de la définition minimum de ce que c'est être humain. Merci Georges Steiner. Demain, dernier de nos entretiens avec vous, vous nous parlerez de l'actualité. Merci à toute l'équipe de Hors